Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par l'acné. On va aller sur des choses assez essentielles. Hein. J'espère que je ne vais pas vous embêter avec trop de détails. Et je vous montre ici le fait ça commence. Qu'il y ait 3 types d'acné. Parce que ça a une importance, parce qu'il y a 3 types de traitements. Et donc, la première chose à faire quand on voit un patient sous acné, un jeune, et qu'on veut le traiter, il faut d'abord savoir par quoi on va le traiter. Il faut d'abord raisonner sur le type d'acné qu'il a. Il y a d'abord les acnés rétentionnels, avec, vous voyez, les comédons, les fameux points noirs, parfois des points blancs, mais qui sont des comédons, ici ouverts, ici fermés. Il y a les acnés inflammatoires, avec ce que les patients appellent les kystes, les papulonodules inflammatoires de l'acné. Et puis, il y a des acnés mixtes qui combinent, vous voyez, des lésions plus inflammatoires à des lésions plus rétentionnelles, comédoniennes. La base de l'acné étant le comédon. S'il n'y a pas de comédon, il n'y a pas d'acné, par définition. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on réfléchit, ça nous permet de réfléchir à quel type de traitement on met, puisque dans les acnés rétentionnels, ce qui marche, ce sont les rétinoïdes. Et le principal rétinoïde qu'on connaît, c'est l'isotrétinoïde, qui est un médicament absolument fantastique pour un tas de trucs. Mais il faut avoir en tête que les rétinoïdes, ça existe sous forme de topiques. Ceux que vous connaissez, c'est l'effet derme, c'est le rétacnil. Et donc, quand vous avez une acné comédonienne rétentionnelle, il faut mettre des rétinoïdes. C'est ce qui marche. On va reparler du Tacnil, par exemple, juste après. Ça n'aura pas d'intérêt. Donc, traiter les acnés en fonction de leur forme. Juste pour rappel, il faut prévenir les patients de plusieurs choses quand on prescrit des rétinoïdes topiques. D'une part, que ça irrite. D'autre part, que ça induit une photosensibilité. Donc, l'été, on n'aime jamais trop. Et puis, d'autre part, et ça, c'est vraiment important, qu'il faut 6 semaines pour que ça agisse. Si vous ne leur dites pas, au bout de 10 jours, ils ont arrêté. Hein. Ils sont rouges comme des coquelicots, ils ont du mal à sortir, ils ont plus d'acné, parce qu'une fois sur deux, il y a une petite poussée d'acné. Ils arrêtent immédiatement. Il faut les prévenir, que ça prend un peu de temps, qu'il faut être patient, mais que c'est souvent des traitements qui marchent très bien sur les acnés rétentionnels. Pour les acnés inflammatoires, pour le coup, ce n'est pas la même molécule qu'on met localement, c'est le peroxyde de benzoyle. Ici, le Cutacnil, notamment, c'est celui que vous connaissez, qui est beaucoup prescrit. Et ça, c'est vraiment pour les acnés inflammatoires pas très importantes. Les traitements topiques suffisent. En tous les cas, il faut commencer par ça. C'est parfois suffisant, pas souvent quand même, pour être honnête. Et très souvent, on passe aux cyclines, Péros, avec les cyclines qui marchent sur les acnés inflammatoires. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est souvent des traitements suspensifs, parce que les ados sont contents, ils n'ont plus de boutons quand on les met sous cycline, mais dès qu'on arrête, ça revient, parce qu'ils persistent les comédons. Et comme je vous le disais, la base de l'acné, c'est le comédon. Et puis, pour les acnés inflammatoires les plus sévères, l'isotrétinoïde, bien sûr. Pour les acnés mixtes, un peu des deux, sans surprise. L'effet derme le matin, le Cutacnil le soir, par exemple, où vous avez l'épiduo qui combine les deux. L'épiduo, le seul problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la Sécu, donc il faut prévenir les parents, ça coûte 30 €, 40 €, c'est des sommes dingues, mais il y en a qui, enfin voilà, il faut juste les prévenir. Le zinc, moi, j'en mets jamais. Ça ne marche pas, le zinc. Vous direz ce que vous voudrez, ça ne marche pas. En tous les cas, ça ne marche pas assez souvent pour qu'on en donne. Bon, ça n'a pas de sens de leur faire ça. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas en donner. Mais ça, c'est un point de vue très personnel. La tolexine, ils seront contents parce qu'ils n'auront plus les gros boutons qui se voient. Mais prévenez-le. Il faut les prévenir que c'est un traitement suspensif la plupart du temps et que si l'acné a décidé de partir, elle partira. Mais si elle n'a pas décidé de partir, dès qu'on arrête les cyclines, ça revient. Trois petites choses à garder en tête. Toute acné cicatricielle est une urgence dermatologique. Vous me les envoyez, je les vois dans la semaine. Et quand je parle de cicatrices, c'est vraiment les cicatrices atrophiques, les trous. Pas les petites marques rouges qui finissent par partir, mais les trous, ils les gardent à vie, leurs cicatrices. Donc vraiment, moi, je les traite vite, y compris plein mois d'août. J'ai pas de problème avec ça. La pilule œstroprogestative, c'est quand on veut chez les jeunes femmes, mais il y en a plus une qui veut la prendre. Allez comprendre pourquoi. Et puis, les acnés tardives, notamment de la femme de plus de 25 ans, avec souvent lié à une hyperandrogénie, des acnés qui sont un peu plus durs à traiter. Mais globalement, voilà, on a les traitements anti-androgènes. Le Diane est une bonne pilule anti-androgène. Elle marche bien. Diane 35, on en prescrit encore un coup de temps en temps. C'est quand même assez fantastique, Diane 35. C'est dommage de s'en priver si on le fait sur du court terme. Et puis, l'aldactone à petite dose, ça marche bien, mais il faut 6, 7, 8 mois pour que ça fonctionne. La rosacée, on enchaîne. Alors avant, on parlait d'acné rosacée. C'est plus du tout un terme qu'il faut utiliser. On parle de rosacée, même si parfois, c'est pas facile de faire la différence entre l'acné et la rosacée sémiologiquement. On a toujours dit que c'était plus les femmes que les hommes, mais probablement pas tant que ça. Ça touche un peu tout le monde. Il faut prévenir les patients de faire attention à tout ce qui dilate les vaisseaux, puisqu'il y a une composante vasculaire importante dans la rosacée qu'on commence à comprendre de mieux en mieux. Donc le soleil, l'alcool, les épices, il faut faire attention. Sur le long terme, ça aggrave leur rosacée.
faut faire attention à tout ce qui agresse la peau. Il y a jusqu'à quelques années, vous savez, les peaux réactives, la docteur, dès que je mets une crème, ça pique. On disait, elles sont folles, ces femmes, ce qui arrive parfois, hein, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle des peaux réactives. Et les peaux réactives sont très associées à l'acné. Donc, une patiente qui vous dit, dès que je mets une crème, ça me picote, ou alors je l'ai mise pendant 3 mois, ça allait bien, puis maintenant elle me picote, c'est qu'elle a de la rosacée. Et il faut vraiment utiliser des topiques adaptés aux peaux réactives. Vraiment, vous les aidez en leur disant ça. Pensez, quand vous faites un diagnostic de rosacée, à leur demander s'ils n'ont pas des symptômes oculaires, les yeux un peu collés le matin, les yeux qui grattent un peu, parce que la rosacée oculaire, c'est à peu près 10% des patients avec rosacée dermatologique, rosacée faciale. Et puis, c'est pareil, revenons sur la sémiologie, pas pour vous embêter, mais parce que les traitements ne sont pas les mêmes. Vous savez qu'il y a 4 grands types de présentation clinique dans la rosacée. Il y a les flushs, l'érythrocuprose, la rosacée papulopustuleuse et le fameux rhinophyma, c'est né un peu vérolé qu'on voit plus chez les hommes que chez les femmes. Parfois, on passe de l'un à l'autre, parfois, c'est pas si clair que ça. Mais les traitements ne sont pas les mêmes. Dans les flushs, ce qui marche, pas toujours, mais ce qui marche souvent quand même, c'est le catapressant, c'est les bêta-bloquants, c'est parfois le laser. Donc, demandez-leur bien ce qui les gêne le plus, parce que c'est en fonction de ça que vous ciblerez votre traitement. Ce qui marche sur l'érythrocuprose, c'est le laser. Il faut qu'ils aient 1 000 € de côté ou 1 500 € de côté. Prévenez-les à 20 ans, parce qu'à 40 ans, ils en auront probablement besoin, donc ils mettent un peu d'argent de côté. Le laser, ça fait disparaître leur érythrocuprose, ils sont contents. Une seule séance de laser avec Purpura et ça a disparu. Et puis, il y a un médicament maintenant qui s'appelle le Mirvaso, qui est un vasoconstricteur local, qui peut être utile à un mariage, voyez, une bonne occasion, un peu de Mirvaso, ça fait partir leur érythrocuprose. Il ne faut pas l'utiliser trop longtemps, parce qu'après, on n'arrive plus à l'arrêter. Et puis la rosacée papulopustuleuse, c'est la plus facile de toutes à traiter, puisque vous avez les topiques à base de métronidazole, par exemple le Rosex. Le topique qui marche le mieux et de loin, c'est le Solantra, de loin. Mais le Solantra n'est pas non plus remboursé par la sécurité sociale, ce qui est bien dommage. Et puis les cyclines Perros marchent bien également, très bien, mais ont également un effet purement suspensif. Envoyer les rosacées les plus récalcitrantes, parce que l'isotrétinoïde à dose filée, 15 mg, 20 mg par jour, débute le traitement, puis après vous continuez. Ça marche très très bien sur les rosacées récalcitrantes, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Et puis on ment, hein, on dit que, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais à dose filée, on ne peut pas faire comme l'acné où tous les mois ils ont leur test de grossesse, donc on leur prescrit 60 mg, elles prennent 20, elles font un test de grossesse tous les 3 mois. Faut leur faire confiance, parce que sinon on ne s'en sort pas. Mais voilà, il faut les traiter, ces patients. Et puis, oui, je sais, bon, il faut ce que tu veux. Le rhinophyma, ça traité, parce que les patients, notamment les hommes, ils ont des vraies conséquences. Leur entourage croit qu'ils boivent et ils ne trouvent pas de boulot. Enfin, ça a des vraies conséquences. Et puis, il y a des traitements. Alors, c'est des traitements un peu lourds puisque c'est de la dermabrasion, que ça soit chirurgical ou que ce soit laser. Mais n'empêche que ça marche bien quand les médecins savent faire. Et donc, il faut penser à leur proposer. La dermite séboréique, on va pas, vous connaissez la dermite séboréique, c'est fréquent. Il y a des études qui disent que c'est à peu près 3% des Français. Pour le coup, les hommes, beaucoup, beaucoup plus que les femmes. Et puis, les facteurs favorisants, ils sont bien connus. Le stress, la fatigue, les périodes où on boit un peu plus d'alcool, le VIH. Et puis, ça, c'est moins connu, mais tous les produits huileux sur le visage. Et la mode en ce moment, c'est les huiles, pas le beurre de karité, l'aloe vera, les huiles d'aloe vera, les huiles essentielles, ils mettent un tas de trucs et ça aggrave leur dermite séboréique. Vous avez les zones bastion que vous connaissez, la lisière du cuir chevelu, les sourcils, la glabelle, les sillons nasogéniens, parfois un peu le sternum. Et puis, c'est ces plaques érythématoses squameuses, peu symptomatiques, ça gratouille parfois un peu. Parfois, c'est pas si simple que ça de faire la différence avec le psoriasis, notamment quand c'est au niveau du cuir chevelu. Mais schématiquement, la dermite séboréique, c'est devant et le psoriasis, c'est derrière. Schématiquement. Chez les nourrissons, très fréquent, la dermite séboréique, ça s'appelle des croûtes de lait. Bon, je ne sais pas s'ils vous consultent pour ça, les parents, mais nous, de temps en temps, et bon, voilà, il faut les rassurer. Pareil, ce qu'il faut avoir en tête quand on traite, c'est ce qu'on traite. Donc, il y a 3 grands types. Dans la dermite séboréique, il y a le rôle des gènes, ça ne fait aucun doute, puisqu'il y a des familles à dermite séboréique. Et puis, il y a le rôle d'un petit champignon qui s'appelle Malassezia furfur, qui est un petit champignon qu'on a tous pour les zones grasses de notre corps, le visage, le cuir chevelu, les oreilles, et avec qui, normalement, on vit très bien. Mais certains
certains ne vivent pas très bien avec les champignons et font de l'inflammation là où il y a du champignon. Et donc, les 3 façons de traiter, c'est soit on traite directement Malassezia furfur, et c'est pour ça que les antifongiques marchent bien, enfin plutôt bien dans la dermatite séborréique. Prévenez vos patients qu'il y a souvent une petite poussée de DS au début du traitement, parce que voilà, comme ça, ils ne sont pas surpris et ils n'arrêtent pas le traitement. Malassezia furfur, il adore l'hyperséborrhée. Donc, si vous mettez des crèmes qui luttent, ce qu'on appelle les séborégulateurs, par exemple Kélual, mais il y en a d'autres, une crème qui lutte contre l'hyperséborrhée va lutter contre Malassezia furfur et donc va lutter contre la dermite séborréique. Et puis, vous pouvez traiter l'inflammation. On traite le symptôme, on ne traite pas la cause avec du tridésonide, du lithioderne, du protopique, qui marche bien. Mais c'est pareil, il ne faut pas en abuser parce qu'on n'arrive plus à l'arrêter. Si on en met trop souvent, trop longtemps, les patients après n'arrivent plus à arrêter. Forcément, hein, il y a de plus en plus de champignons. Et donc, dès qu'ils arrêtent le tridésonide, par exemple, ça reflambe. Pareil, l'isotrétinoïde, dire qu'ils ont voulu nous la supprimer, c'est fantastique pour les DS récalcitrantes. Donc voilà, quand des patients sont très embêtés par leur DS, vous les envoyez, on initie le traitement et puis après, ils sont tranquilles pendant un bon moment. Le psoriasis, diagnostic parfois pas facile, diagnostic différentiel parfois pas facile avec l'ADS, notamment au départ, à tous âges, vous le savez, assez souvent en goutte chez l'enfant. Et le psoriasis en goutte est très souvent déclenché par un épisode infectieux, notamment une angine à streptocoque, c'est assez banal chez les enfants. Et dans ces cas-là, parfois c'est totalement régressif. Ils ne referont plus un pso de leur vie, donc il faut rassurer les parents. Parfois ça reviendra, mais les psos en goutte sont parfois totalement régressifs. Pensez à les interroger parce qu'il y a pareil 10% des patients psoriasiques qui ont un rhumatisme pso, dont ils ne parlent pas forcément, et ça n'a absolument pas de lien avec l'intensité du psoriasis. Ils peuvent avoir un petit psoriasis des coudes, un gros rhumatisme pso. L'atteinte idéale du psoriasis est très prédictive de rhumatisme pso. Donc, quand vous avez un patient avec un psoriasis, regardez ses ongles. S'il a des ongles ponctués, s'il a des taches saumonées, il y a beaucoup plus à risque d'avoir un jour dans sa vie un rhumatisme pso. Et puis, examinez les muqueuses parce que le psoriasis génital, c'est le psoriasis le plus invalidant au quotidien pour les patients. Moi, je vois plein de patients qui viennent avec un psoriasis des plis, étiqueté mycose. Ils ont eu déjà plusieurs traitements mycotiques, mais c'est assez fréquent, hein, le psoriasis inversé au niveau axillaire. Donc, c'est rouge, enfin rouge orangé, puis contrairement au mycose, c'est bien limité. Donc, un érythème bien limité des plis, vous avez ici un traitement antifongique, ça ne fonctionne pas, pensez au pso, et puis vous mettez sous dermocorticoïde et ça disparaît. Les traitements topiques, on va aller vite, hein, vous les connaissez, enfin les traitements, les dermocorticoïdes, les analogues de la vitamine D, le Zorac, on n'en prescrit pas beaucoup. La photothérapie et maintenant les UVB font beaucoup mieux avec moins de iatrogénique, la PUVA. Il n'y a plus besoin de prendre de psoralen en plus, donc vous les envoyez à nos gens chez Naouri, enfin les médecins qui ont la machine, on n'en a pas tous, et les UVB marchent bien. Les traitements systémiques conventionnels, le soriatane, c'est encore un bon traitement, notamment pour les psopalmoplantaires. Le méthotrexate, bien sûr, et puis la prémilase, qui de temps en temps, c'est facile, la prémilase, c'est un comprimé matin et soir, il y a peu d'effets secondaires, pas de prise de sang à faire. Et puis, de temps en temps, dans le pso, c'est pas mal. Et puis, s'ils ont des psos trop sévères ou des rhumatismes pso, pareil, vous me les envoyez. Et puis, on les met sous biothérapie à Bégin. Bientôt, on aura les biothérapies en ville, on espère. Mais sinon, il faut encore continuer de le faire à l'hôpital. Alors, les dermatophysies ou dermatophytose, parce que maintenant, les internes disent dermatophytose. Moi, on m'a toujours appris dermatophysie, mais de toute façon, en préparant ce topo, je me suis rendu compte que dermatophysie et langue française, c'était un problème depuis le départ, parce que là, vous avez différentes dermatophysies. Donc là, dermatophysie de la peau glabre, qu'on appelle comment aussi? Herpès circiné. Bon, rien à voir avec de l'herpès, bien sûr. Ici, dermatophysie des grands plis, plis inguinales, qu'on appelle comment? Pas plus difficile. Eczéma marginé de Hébra. Rien à voir avec de l'eczéma. Ici, dermatophysie des cheveux, du cuir chevelu, la teigne. Ça, c'est facile. Dermatophysie, vous voyez les plantes farineuses, l'intertrigo interorteil, qu'on appelle comment? Le pied d'athlète. Rien à voir avec les athlètes la plupart du temps. Il n'y a que le psoriasis, il y a que la dermatophysie, les dermatophysies ingéales, qu'on appelle dermatophysie ingéale. Vous appelez ça comme vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais voilà, tout ça, c'est les mêmes bestioles globalement. Et les traitements globalement ne sont pas très différents les uns des autres, que ce soit la dermatophysie de la peau glabre, que ce soit la teigne. Je vous ai juste noté ici que la griséphiline n'est plus, c'est hallucinant, mais c'est comme ça, n'est plus disponible. Mais il y a Chronoreco, si vous voulez aller regarder sur le site de la SFD,
Chronoreco, c'est une petite appli pour avoir les choses, les traitements simples à portée de main. N'empêche que maintenant, ça y est, c'est officiel, la terbinafine peut être mise chez les enfants et ça nous aide bien. Intertrigo des grands plis, pareil, un azoulé matin et soir pendant 3 semaines. Le pied d'athlète, un azoulé matin et soir pendant 3 semaines. Et la tintinguéale, la seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que oui ou non il y a une atteinte matricielle, la base de l'ongle. S'il y a une atteinte matricielle, vous pourrez mettre tous les vernis de la terre, toutes les crèmes de la terre, ça ne marchera jamais. Vous êtes obligé de les mettre sous terbinafine perrose pendant plusieurs mois. Et puis, s'il n'y a pas d'atteinte matricielle, si c'est purement une atteinte distale, et l'atteinte commence par la distalité, puis petit à petit, elle gagne la proximité. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas d'atteinte matricielle, vous mettez du Locéril une fois par semaine jusqu'à ce que l'ongle ait repoussé sainement. Et puis, pensez bien à dire à vos patients que le Locéril, si possible, il le retire avec une lime à ongles et pas avec du dissolvant parce qu'il faut retirer cette petite couche brillante de l'ongle toutes les semaines pour que le vernis pénètre et puis traite bien la mucose. Et puis, qui a eu un pied d'athlète en aura un deuxième. Et donc, prévenez-les de bien sécher les pieds après la douche pour pas que ça récidive. 10% des atteintes inguéales sont dues à des moisissures et la terbinafine ne fonctionne pas. Donc, c'est quand même, il est de bon ton quand on voit une atteinte inguéale avec atteinte matricielle. Donc, on se dit, il va nous falloir un traitement systémique. Il est de bon ton de faire prélever ces patients. Et c'est très, très mal fait en ville. Très mal fait. Il y a des faux négatifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut absolument pacifier. Quand vous le faites, moi, assez souvent, je ne fais pas le prélèvement inguéal, ça les emmerde, les patients, puis ça ne sert souvent pas à grand-chose, notamment quand il y a un intertrigo interorteil, vous êtes sûr que c'est un dermatophyte. Mais sinon, si vous les faites prélever, envoyez-les dans un laboratoire où au moins il n'y a pas de faux négatifs, c'est positif ou c'est négatif. Et notamment à Madeleine, il y a Geneviève Kremer qui y travaille, qui est une des meilleures mycos de France et qui a formé toutes ses équipes à faire les prélèvements. Et donc, ben voilà, quand ils vont à Paris, ils font le prélèvement. Il ne faut pas de traitement local au moins 3 à 4 semaines avant. Il ne faut pas de vernis, pas de dissolvant. Non, pardon. Il ne faut pas de vernis, pas de dissolvant 3 à 4 semaines avant. Il ne faut pas de traitement local au moins 3 mois avant. Et ils vont faire leur prélèvement. Et puis au moins, vous savez, vous les traitez avec l'esprit libre. La maladie de Verneuil, qu'on appelle aussi l'hydradénie tupurée, bon, vous avez une consultation dédiée à Saint-Louis, moi, sur la maladie de Verneuil, c'est la je vais dire la plus pourrie, mais c'est une maladie vraiment dure. Elle n'est pas grave, elle tue personne, mais c'est vraiment une maladie dure. Parfois, c'est les petits verneuils, les patients ne sont pas trop embêtés quand même, mais assez souvent, c'est vraiment, en plus, c'est une maladie du sujet jeune, ça leur gâche la vie. Enfin, moi, voilà, c'est une maladie qui est difficile en plus à prendre en charge. Vous voyez, les grands verneuils périnéaux, comme ça, les grandes cicatrices en pont axillaire, vous voyez, ça déborde. Encore, je ne vous ai pas parlé du verneuil facial, hein, mais ça déborde sur les plis axillaires. Enfin, franchement, c'est parfois des patients qui ont une vie un peu difficile. Ça fait mal, ça coule tout le temps, ils tachent les vêtements, ils tachent le siège sur lequel ils sont assis, c'est compliqué. C'est 1% de la population et pourtant, le délai au diagnostic, il est de 8 ans. C'est-à-dire première lésion, et puis première fois où le diagnostic est posé, il y a 8 ans entre les deux, et entre-temps, ils ont tout entendu. Vous lavez mal, vous lavez trop, vous lavez pas assez, faut vous raser, non, faut s'épiler, non, faut pas s'épiler, faut se raser. Ils ont tout entendu, et pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on sait, c'est que les facteurs de risque, globalement, c'est le fait d'être jeune, en surpoids, et c'est surtout le tabac. Si on peut les aider à arrêter de fumer, on gagne vraiment. La maladie, c'est une maladie moins sévère, moins fréquente. Donc ça, c'est un facteur de risque important de maladie de Verneuil. Et puis, les récidives sont fréquentes, très variables d'un individu à l'autre, mais fréquentes quand même. Il faut leur expliquer dès le départ qu'il n'y ait pas de malentendu. On ne peut pas les guérir. On sait que cette maladie, elle s'éteint plutôt avec l'âge. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut rester un peu dans l'optimisme. Mais n'empêche qu'il faut les prévenir dès le départ qu'on ne peut pas les guérir, qu'il y aura des récidives et qu'on va essayer de faire de notre mieux. Le traitement, pareil, hein, sur le site de la Société française de dermato, il y a des recours qui ont été mis à jour. Donc, globalement, ce qu'il faut que vous sachiez, la seule question à poser, c'est moins de 4 poussées par an ou plus de 4 poussées par an. Même si c'est un cut-off un peu arbitraire, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Moins de 4 poussées par an, vous leur faites une ordonnance d'antibiotiques valable 1 an, ils ont toujours leur ordonnance avec eux, même quand ils partent en vacances, et dès que la poussée commence, et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas une fois qu'elle est installée, c'est que dès que la poussée commence, ils prennent 7 jours d'augmentin ou 7 jours de piostacine. Et puis, souvent, ça permet d'éviter que la poussée les embête de trop. S'il y a plus de 4 poussées par an, c'est pareil. Ils ont une ordonnance anticipée et ils traitent la poussée le plus tôt possible. Et puis, on essaye de mettre un traitement qu'on appelle
préventif, en tous les cas, ça limite la fréquence et l'intensité des poussées, soit par cycline au long cours, soit par Bactrim au long cours. Et puis, on les réévalue au bout de 6 mois pour voir si ça marche ou pas, s'ils ont moins de poussées, des poussées moins sévères. Chez certains patients, ça marche très bien. Chez d'autres, ça ne marche pas du tout. Chez ceux chez qui ça ne marche pas, on a les biothérapies qui ne sont pas non plus des traitements complètement dingues. Parfois, ça marche, puis assez souvent, ça ne marche pas. Et les patients chez qui tout ça n'a pas marché, on est quand même très embêtés. On a parfois la chirurgie, fait par des chirurgiens qui connaissent bien la maladie. Il ne faut pas envoyer ça à n'importe quel chirurgien. Mais ça reste une maladie qu'on a un peu de mal à traiter. Les verrues, maladies fréquentes, me les envoyez surtout pas pour le coup. Surtout pas, je les traite, mais en leur disant de parvenir sa récidive. Il y a plein de verrues différentes, les myrmécies, les verrues plantaires qui font mal, les verrues uniques, les grandes verrues en mosaïque qui font pour le coup pas mal du tout, mais ça se voit, ils veulent qu'on les traite. Et alors ça, c'est impossible à traiter, c'est impossible, on a beau faire ce qu'on veut, on n'y arrive pas. Les petites verrues des mains des enfants qui finissent par partir toutes seules, les verrues filiformes que vous connaissez peut-être moins, mais qu'on voit de temps en temps au niveau des muqueuses, des semi-muqueuses sur le visage, les verrues planes du visage qu'on traite par rétinoïde, et puis les verrues génitales, les condylomes, là c'est un fourreau de verge, c'est peut-être pas évident, mais donc les condylomes, les verrues génitales qu'on peut voir au niveau génital, mais pas que, puisque là c'est un pas des yeux. Les traitements. Alors les traitements. Les traitements. Je vous ai mis juste pour un ordre d'idée les prix et les pourcentages de guérison. Donc les remèdes de grand-mère, franchement, il y en a toujours un qui va vous dire « Ah oui, mais moi, mon oncle, il avait été voir un coupeur de feu, ça a bien marché. » Je leur dis surtout retournez voir le même. Pas moi. Allez, ça va bien marcher, je suis sûre que ça a bien marché. Franchement, la kélidoine, il y en a plein le long du RER. Vous les envoyez à la chasse à la kélidoine, ça les occupera. Franchement, non, mais franchement, s'ils vous disent les remèdes de grand-mère, faut y aller tant que ça marche et que ça fait pas de mal et que le marabout leur prend pas 200 € la séance, faut qu'ils y aillent. Les traitements de pharmacie, il y en a 2 types. Il y a les kératolytiques, pommade cochon, biofilm, carafine, moins de 10 €, ça coûte pas grand-chose. Et globalement, on traite 15% des verrues. Le diméthyléther, le froid, la pharmacie, moins 57 degrés Celsius. Urgoverru, 0 verrue, beaucoup plus cher, pas plus efficace. Et parfois beaucoup plus dangereux. Moi, j'ai vu un gamin avec un trou dans le pied. Je vous assure, ils disent 40 secondes, un tout petit 40 secondes, il avait un trou, mais comme ça. La cryothérapie au cabinet, les dermatologues vivent bien, mais on ne veut quand même pas des verrues. Moins 196 degrés, 30 à 60 €, on ne guérit que 60% des verrues. Et donc, on leur dit que souvent, il faudra 2-3 séances. Et malgré ça, il y a un patient que j'ai traité 9 fois, des verrues en mosaïque, il ne voulait absolument plus les avoir. J'ai traité 9 fois, il les assure qu'il n'était pas mieux la 9e fois que la première. 10% des verrues récalcitrantes. Bon, je ne vous ai pas payé 60 € à chaque fois. Le laser, certains le font, Naouri Anojan le fait, 200 € la séance, 8 verrues sur 10 qu'on arrive à traiter, notamment les myrmécies. Les verrues en mosaïque, c'est pas possible au laser. La chirurgie, très variable, plusieurs centaines d'euros. Ils le font à Paul Dégine, par exemple. Ça fait pas mieux que le laser. Et qu'est-ce qui marche le mieux et qui est gratuit? Exactement, le temps, bravo, le temps. La plupart des verrues guérissent toutes seules, notamment les petits. Il ne faut jamais traiter ce que je vous ai mis ici. Il ne faut jamais traiter les enfants qui ne veulent pas être traités. Les parents ont peur de je ne sais pas quoi, que le virus leur saute au nez. Mais les enfants, ils sont complètement de leur verrue. Et pour le coup, on ne les guérit pas. Les enfants, ils ont horriblement mal. Ils ne veulent plus voir un médecin pendant 10 ans. Et puis voilà, les verrues vont guérir. Il ne faut pas traiter les enfants. Il est presque terminé. Je voulais finir par deux choses, les molluscums et les kératoses. Donc, différenciez bien molluscum pendulum ici, des molluscum contagiosum ici. Donc, les pendulums, c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on appelait les acrocordons. C'est les adultes, souvent un peu en surpoids, mais pas toujours. On en a tous un ou deux, des petits pendulums. C'est beaucoup les plis. Et puis, les techniques, soit on les brûle, soit on leur met un petit coup de bistouri, soit la technique du fil dentaire, ça marche très bien. Vous conseillez à vos patients un fil dentaire à la base, il serre un peu fort. Et puis, 2 jours plus tard, le pendulum est tombé. Et on ne confond pas avec les molluscum contagiosum, avec, vous voyez, ce côté un peu ombiliqué, ça c'est bien un poxvirus. C'est beaucoup les atopiques, mais pas que. Ça peut être partout sur le corps. Et juste, vous noterez que je ne vous ai pas parlé d'eczéma, mais parce qu'il n'y avait rien à dire sur l'eczéma. Il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, vous connaissez le traitement aussi bien que moi.
Et donc, ça peut être partout. Les mollusques comme pendulum, s'il y a une chose à retenir, c'est que quand il y en a beaucoup, il faut absolument que vous recherchiez une insulinorésistance. C'est des patients, vous leur faites un test Thomas ou la glycémie agent, c'est pas très bon, mais parce que c'est des patients qui vont développer un diabète. Donc, c'est un bon marqueur, comme la canthosis nigricans. Hein, c'est un bon marqueur de résistance à l'insuline. Et puis, les enfants, on fait rien. Ça guérit toujours tout seul, les molluscum contagiosum, entre 6 et 9 mois après leur apparition. Parfois, il y a des apparitions un peu décalées. Il faut rassurer les patients et les parents. Il faut rassurer les parents. Et puis, si vous voulez faire quelque chose, vous mettez un peu de mollusque d'herbe, mais c'est pareil, ça pique, les gamins, ils n'aiment pas beaucoup. Et on termine avec les kératoses séboréiques ici versus kératoses actiniques ici. Kératoses séboréiques, on en voit plein. Si vous avez plus de 40 ans dans cette salle, on en a. On en a une ou deux si on a de la chance, on en a 500 si on a moins de chance. J'en vois de temps en temps, je leur en traite 200 les pauvres. Voilà, ça ressemble à des grains de beauté, mais ça n'en est pas, c'est rugueux. Le mélanome, il n'a jamais d'épaisseur au départ, alors que les kératoses séboréiques, il y a une épaisseur, il y a une rugosité, c'est kératosique. Seul traitement, c'est la cryothérapie. Et globalement, moi, je ne fais pas du tout d'esthétique, mais c'est le seul truc avec le lentigo que je fais un peu, parce qu'après tout, pourquoi pas les traiter? Parfois, c'est vraiment quand même très disgracieux, puis c'est assez facile le traitement. Et on ne confond pas avec les kératoses actiniques, qui sont, vous avez ici ce qu'on appelle un champ de cancérisation, même si le terme n'est pas très joli, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est ces petites lésions kératosiques beaucoup plus superficielles, qui n'ont pas de couleur, qu'on sent beaucoup plus qu'on ne les voit et qui sont sur les zones purement exposées au soleil. Et les kératoses actiniques, il faut en faire le diagnostic parce que c'est des lésions précarcinomateuses. Il y en a 5% à peu près qui dégénèrent. Et avant de dégénérer, par exemple, celle-ci, vous voyez, elle ne va pas dégénérer tout de suite. Celle-ci, probablement pas non plus. Avant de dégénérer, les kératoses actiniques, elles s'épaississent. C'est ce qu'on appelle les fameuses cornes, les cornes cutanées. Et juste en préparant le topo, j'en ai trouvé une belle. Je vous l'ai mise. Elle est super, celle-là. Donc voilà, voilà, elle est toujours en vie alors qu'elle a une corne qui a évolué depuis des années. Mais donc, dès l'instant où vous avez ces épaississements de kératoses actiniques, même l'ordinateur, il en a marre. C'est pas grave, j'ai continué. Donc, dès l'instant où ça s'épaissit comme ça, il faut vite les envoyer parce que là, pour le coup, il faut retirer. Et tant que c'est comme ça, donc il faut prévenir les patients de se protéger du soleil parce que c'est vraiment le principal facteur de risque. On les brûle. Moi, je fais ça à l'ancienne, hein, même quand il y en a 20 ou 30. Ils ont mal 3 minutes, mais ça dure que 3 minutes. Certains mettent les immunomodulateurs, les plus jeunes, l'Aldara, les Fudic, ça marche aussi très bien. Mais les patients, ils galèrent. C'est des traitements qui sont très irritants. Puis on les voit arriver parfois avec le crâne tout rouge. Un bon coup d'azote là-dessus, on n'en parle plus. Et je crois que j'ai terminé. Je ne suis pas sûre, mais si j'ai terminé, mais ça ne marche plus. Donc. Je crois que j'ai terminé. Non, je crois que c'est fini. C'était le dernier, ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je garde. Vous avez plein de choses aujourd'hui. Dans la carrière, vous parliez des cicatrices. Oui. C'est une urgence. Ah oui, c'est une urgence parce que les cicatrices, c'est pour la vie. Dès qu'elles commencent, on parle les cicatrices dans l'acné, est-ce que c'est vraiment une urgence? Oui, moi je pense que c'est une urgence. Il n'y en a pas des tonnes d'urgences en dermato, il faut bien qu'on. Voilà. Le traitement des cicatrices, il y en a quelques-uns. Hein. Il y a les lasers abrasifs, il y a les injections cicatricielles de produits de comblement, mais ça coûte hyper cher. Le laser abrasif, c'est 1 500 € 3 fois. Alors, il vaut mieux anticiper les cicatrices que de les traiter. Donc oui, dès l'instant où vous voyez une cicatrice, vous commencez à avoir des petits trous qui ressemblent à des petites lésions de varicelle, enfin les cicatrices de varicelle, vous les envoyez, on les traite très vite. Moi, je les mets sous Roaccutane immédiatement, y compris en plein mois d'août. Oui. Ah ouais, alors oui, il y a toujours un risque d'extension. Pardon, les molluscum contagiosum, il y a un risque d'extension. Il y a toujours un risque d'extension, mais globalement, ça reste assez localisé, sauf chez les grands atopiques où il peut y en avoir beaucoup. Mais ça finit par disparaître. La curette, c'est pareil, ils veulent plus voir un médecin pendant 10 ans. Les gamins, ça fait mal la curette, hein, vraiment. Et puis, ça laisse des cicatrices, la curette, alors que la disparition spontanée ne laisse pas de cicatrices. Donc, c'est surtout les parents, en fait, qu'il faut rassurer. Pas les enfants, ils sont foutus. Ouais, moi, je décape quand ils veulent faire quelque chose. Pareil, c'est les mamans qui sont inquiètes, c'est pas les enfants. Donc, je mets un tout petit peu de Xerialdis, un tout petit peu, vous voyez, de crème allurée. Et puis, on arrive à décaper un peu. Ou alors,
les casques de vaseline, ça marche très bien. Vous leur mettez un gros casque de vaseline, hein, je vais dire un truc qu'il ne faut pas faire, mais on les met devant la tablette pendant 15 minutes. Et puis pour que le casque tienne bien, puis quand on retire la vaseline, toutes les croûtes, elles viennent avec. Du Lamisil Perros, vous voulez dire, hein? Oui, il y en a. Il y a des azolés Perros, mais on ne les trouve pas en ville. Il faut envoyer. Moi, je les envoie à Françoise Foulet, qui est mycoparasito à Mont-d'Or et qui prescrit l'azolé. Le voriconazole, par exemple, qui existe maintenant, enfin, je crois, en comprimé. Enfin, des azolés Perros avec une photosensibilité importante. Ça reste des cas exceptionnels, hein, les azolés Perros, mais le triflucan, on peut en mettre les azolés qu'on a en ville, mais ça ne marche pas si bien que ça. Et donc, voilà, il faut passer sur des azolés qu'on a à l'hôpital.